Bonsoir à toutes et à toutes. Donc, chronique numéro 244. Et dans cette chronique, je vais effectivement faire une analyse sur ce qui se passe réellement en Ukraine et dans ses environs. Alors, beaucoup aujourd'hui en Occident parlent effectivement qu'il y a une guerre en Ukraine. Extérieurement, je dirais que cela ressemble à un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est ce que finalement au fond tous nos médias, qui bien entendu sont aux ordres, essayent de nous imposer comme vision et comme mantra. Alors toutes les forces politiques, y compris bien entendu la gauche, se sont prononcées, je dirais, sur ces événements. Nous avons un éventail des appréciations que je qualifierais d'humanisto-émotionnel, donc pour bien qualifier effectivement la praxis que les médias mettent en place, et dont effectivement, qui, me semble-t-il, pourrait être contre la guerre, pour la guerre, et forcément pour la paix. Et donc, en fait, cette analyse est déjà faussée à la base, puisque de toute manière, l'Occident pousse, je dirais, deux régimes oligarchiques, n'ayons pas peur de le dire. Et en fait, il faudrait regarder de plus près que ce conflit a des racines plus profondes. Alors, lors de l'analyse de la situation, je dirais qu'on peut tenir compte à la fois du contenu national de la lutte de classe et du contenu de classe de la lutte nationale. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine finalement au fond? Parce que beaucoup de gens découvrent le conflit et par là même, où est située l'Ukraine? Qu'est-ce que l'Ukraine? Et le plus souvent, avant la guerre, les gens ne savaient pas réellement dans leur ensemble ou dans leur entièreté où situer sur une carte effectivement l'Ukraine. Alors le territoire de l'actuelle Ukraine, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, était un espace peu peuplé, disputé par les pays voisins. Et au début du XXe siècle, les terres de l'actuelle Ukraine étaient divisées entre la Pologne, l'Autriche-Hongrie et la Russie. Après la révolution de 1917, je dirais que certaines de ces terres ont temporairement déclaré leur indépendance. Cependant, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en 1922, ils rejoignirent l'URSS sous le nom de République socialiste soviétique d'Ukraine. L'Ukraine a donc obtenu le statut d'État, bien que limité, puisqu'appartenant à un ensemble qu'on a appelé l'Union des républiques soviétiques socialistes. Alors l'Ukraine était un pays agricole, on l'appelait effectivement le grenier à blé de l'URSS, et pour assurer son développement, en 1918, la suggestion de Vladimir Lénine, 6 régions industrielles russes, dont Donetsk et Lugansk, qui n'avaient jamais fait partie de l'Ukraine, furent transférées à l'Ukraine. En 1939, la Galice, l'ouest de l'Ukraine, a été annexée à l'Ukraine, qui faisait auparavant partie de la Pologne. Alors, le territoire actuel de l'Ukraine, je dirais, est le résultat de son entrée dans l'URSS. Alors, il se compose de pièces disparates de Galice, qu'on appelle plus connue par la région de Lviv, avec une forte influence du catholicisme, à l'Ukraine orientale, qui gravite fortement, effectivement, sous une zone d'influence de la Russie, pour ne pas parler de peuple russe. Donc ce que je trouve un petit peu, ça c'est petit entrecrochet, quand on parle des pro-russes, ils sont russes. Donc j'ai du mal à comprendre que quand on parle du Donbass, on parle de pro-russes. Ils sont russes. Donc le problème, c'est comme si on parlait effectivement des Marseillais, ils sont pro-français, ils sont français.
Enfin bon, ça c'est pour la petite aberration. Alors, l'Ukraine socialiste s'est développée puissamment. La construction d'avions, je dirais fusées également, la pétrochimie, l'industrie de l'énergie électrique, 4 centrales nucléaires, dont effectivement celle qui a fait parler le plus fut Tchernobyl. Et bien entendu, les industries de la défense se sont ajoutées à l'extraction du métal et du charbon, dans le cadre effectivement de l'URSS. Alors l'Ukraine a reçu non seulement, je dirais, la majeure partie de son territoire actuel, mais aussi un potentiel économique qui en fait la 10e plus grande économie d'Europe. Alors, les politiciens ukrainiens étaient dominants dans la direction soviétique. Khrouchtchev, Brejnev, Tchernenko, qui eux-mêmes ont dirigé l'URSS de 1953 à 1983. Alors, après l'effondrement de l'URSS en décembre 1991, l'Ukraine est devenue un État indépendant pour la première fois de son histoire. Mais cela a détruit l'intégration économique séculaire avec la Russie. Le modèle marchand a conduit à ce qu'on appelle la désindustrialisation de l'Ukraine, à une forte, je dirais, baisse du niveau de vie de la population, sur la base, bien entendu, de la privatisation prédatrice d'une classe oligarchique qui est apparue avec l'aide, bien entendu, de l'Occident et plus particulièrement de la conception de l'ultralibéralisme des Chicago Boys venus des États-Unis. Alors aujourd'hui, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. On sait qu'une bonne partie de sa population immigre vers l'Allemagne, la Pologne, et travaille effectivement dans les petits métiers du tertiaire. Alors, bien entendu, le niveau de corruption et de différenciation sociale est le plus élevé au monde. L'industrie manufacturière, hors métallurgie, est pratiquement anéantie. L'économie repose sur les prêts occidentaux et les transferts d'argent, je dirais, de la main-d'œuvre migrante, qui est, je dirais, pour partie en Europe. Et la Russie également à la recherche de travail. Alors, environ 10 millions sur 45 millions de personnes, essentiellement des spécialistes qualifiés. Alors, je dirais que la dégradation du capital humain a atteint sa limite. Et le pays est au bord de la catastrophe nationale. La population ukrainienne est fortement, je dirais, mécontente. On le voit, il y a des fois des signes, même si les médias aujourd'hui veulent essayer absolument de nous vendre une doxa qui s'aligne effectivement sur la conception des oligarques occidentaux. Il n'en demeure pas moins que parfois sur leur chaîne, quand ils interviewent des Ukrainiens ou des Ukrainiennes, qu'ils laissent passer des informations qui sont, somme toute, très intéressantes. J'ai souvenir que sur BFM, une Ukrainienne qui avait été interviewée, pensant effectivement qu'elle allait attaquer le président Vladimir Poutine, a plutôt fait l'inverse, a attaqué le président en place en disant que c'est un pantin de l'Occident et que dans la réalité des faits, les Ukrainiens ont un SMIC à hauteur de 200 €, que parfois ils n'ont même pas les moyens de posséder du gaz ou de l'électricité, et qu'une bonne partie de la population devient une population d'esprit d'immigration. Et donc, ça c'est pour la petite histoire. Alors effectivement, il faut prendre en compte ce mécontentement qu'on bâillonne actuellement, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle un effort de guerre et dont les médias sont aux ordres, voire bâillonnés. Et donc, on essaye de mettre ce mécontentement au profit des autorités pro-occidentales et manipuler, bien entendu, de telle manière qu'à chaque fois, davantage de forces pro-occidentales remportent les élections. Alors en janvier 2014 jusqu'en février, un coup d'État, je dirais soutenu par les États-Unis et l'OTAN, a eu lieu en Ukraine. Le département d'État américain a déclaré publiquement qu'il avait investi 5 milliards de dollars dans sa préparation. Alors,
la conséquence de tout cela, bien entendu, c'est une partie des néo-nazis qui sont arrivés au pouvoir. Ce sont avant tout des habitants de l'ouest de l'Ukraine, la Galice, ceux qui finalement sont très éloignés de l'Ukraine ancestrale, et qui, je dirais, a été pendant des siècles sous la domination de la Pologne, de l'Autriche-Hongrie, et les sentiments extrêmement nationalistes, antisémites, anti-polonais, russophobes, anticommunistes, ils sont, je dirais, historiquement forts. C'est un paramètre qu'il faut savoir prendre en compte. Alors après l'invasion de l'URSS par Hitler, les troupes allemandes ont été accueillies dans l'ouest de l'Ukraine avec des fleurs. Les divisions SS s'y formèrent pour combattre l'armée rouge. Des nationalistes locaux, dirigés par l'admirateur d'Hitler, Stéphane Bandera, que je vous invite à observer en Ukraine toutes les stèles et les statues qui ont été placées depuis le Maïdan à son honneur, puis lui-même enrôlé dans les troupes de la division SS, et dont l'emblème du bataillon Azov figure dessus, la division d'Asreich. Division d'Asreich qui s'est illustrée bien sûr à Majdanek et auprès de l'encadrement du ghetto de Varsovie, et qui ont bien entendu fait partie de la logistique pour emmener la population civile dans des trains en direction des camps de concentration. Bon, ça c'est une autre histoire, mais il est important de le souligner. Alors, les nationalistes locaux, dirigés par, comme je le disais, par l'admirateur d'Hitler, Stéphane Bandera, entreprirent d'exterminer la population juive en Ukraine. Environ 1,5 million de juifs ont été exterminés, soit un quart de toutes les victimes de l'Holocauste. Lors du massacre de Volyn, en 1944, environ 100 000 Polonais ont été brutalement assassinés dans l'ouest de l'Ukraine. Bandera a détruit les guérilleros soviétiques et brûlé je dirais, d'une façon cruelle, brûlé vifs les hommes. Sans oublier, bien entendu, les populations les plus fragiles, qui en l'occurrence sont les femmes, les enfants, les vieillards, et dans des centaines de villages de Biélorussie. C'est une des raisons aujourd'hui pourquoi les Biélorusses soutiennent d'une façon indéfectible, je dirais, les deux républiques populaires du Donbass, et également sont, je dirais, inévitablement alliés de la Russie. Alors après, je dirais, la guerre de 1945 à 1943, les rebelles anticommunistes et antisoviétiques, soutenus par les États-Unis et le Royaume-Uni, dans l'ouest de l'Ukraine, ont déclenché la terreur contre la population civile. Et au cours de ces années, Bandera a tué 50 000 civils. C'est la nature des forces descendantes et des partisans des fascistes qui, aujourd'hui assumés, sont arrivés au pouvoir après le coup d'État de 2014. Les transitions, je dirais, de terreur anti-polonaise, antisémite, anti-russe sont très fortes parmi les néo-nazis qui, aujourd'hui, à partir de 2014, siègent aux côtés du gouvernement. Alors, il faut resituer le contexte et surtout de donner des chiffres qui sont réels. Quand les Occidentaux disent que oui, les nazis représentent effectivement un chiffre un peu marginal, non, c'est absolument faux, puisque c'est une nouvelle histoire qui s'inscrit, une nouvelle histoire qui se dessine. Ils sont désormais, je dirais, à l'aune, voire à l'amorce d'une nouvelle histoire revisitée de l'Ukraine. Et donc, 42 opposants aux nazis ont été brûlés vifs dans le bâtiment des syndicats d'Odessa. Rappelez-vous, ce fut le 2 mai 2014. Très peu de médias occidentaux en ont parlé, et pour cause. Je dirais que c'est une alliance de néo-nazis avec le capital oligarchique. Bandera, comme les Sturmtruppler SS en Allemagne, servent de détachement de choc des grandes entreprises. La seule différence, c'est
que Bandera s'abstient de tout antisémitisme, je dirais pur et simple, ayant établi une unité de classe avec l'oligarchie locale et contrôle étroitement chaque mouvement du pouvoir de l'État, faisant constamment chanter avec la menace d'un coup d'État. D'autre part, la politique de l'Ukraine, déterminée par l'ambassade des États-Unis à Kiev. On sait aujourd'hui que même au niveau du ministère de la Sécurité, voire du ministère de l'Armée, le dernier étage est géré par les États-Unis. Alors, dans le même temps, une tentative d'assimilation forcée de la population russe d'Ukraine a commencé avec la suppression de la langue russe. Ça a été le premier élément. Une tentative d'introduire, je dirais, l'afrikaans au lieu de l'anglais en Afrique du Sud a conduit à un soulèvement de Soweto en 1976, rappelez-vous, à l'époque de l'apartheid. Disons que la même chose s'est produite en Ukraine, une tentative de transfert de l'enseignement scolaire du russe vers l'ukrainien a suscité une puissante résistance dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Les gens ont pris les armes. Et quand je dis que les gens ont pris les armes, ce sont, ma foi, des ouvriers, des instituteurs, des mineurs, et certainement pas des forces spéciales venues de Russie, comme on a voulu nous le faire croire. Alors, je vous donne un exemple, le commandant Givy était un ouvrier. Si vous prenez Mosgoboy ou même le Motorola, c'était des gens du peuple. Et certainement pas, je dirais, des agents inféodés, des forces spéciales formées dans les cabinets les plus obscurs. Donc, revenons à la réalité. Il y a eu un référendum, au cours duquel 87% des citoyens ont voté pour l'indépendance, pour ce qu'il en est de ces deux régions. Et c'est ainsi que sont nées les républiques populaires de Donetsk, la RPD, et de Lugansk, la RPL. Après plusieurs tentatives infructueuses d'envahir ces deux républiques, les nazis de Kiev sont passés à la terreur. Alors bien entendu, il faut ne pas oublier que l'armée ukrainienne à l'époque n'était pas très enclin, ou n'avait pas tellement, je dirais, de volonté de combattre ces deux républiques. C'est une des raisons pourquoi ils ont utilisé plus des bataillons créés sur pièce et effectivement pour la mesure, comme le bataillon Azov, comme Pravi Sector ou comme Svoboda, qui eux par contre avaient une idéologie qui était muée, je dirais, par la volonté de détruire ces deux républiques. Alors pendant 8 ans, et ça on a tendance à l'oublier, je vous renvoie effectivement à cette, je dirais, courageuse journaliste Anne-Laure Bonnell, qui effectivement ne comprend pas pourquoi aujourd'hui elle est interdite dans les médias occidentaux. Enfin si, elle découvre avec stupeur. Alors, il ne faut pas oublier que pendant 8 ans de bombardements avec des canons de gros calibre, plus de 13 000 civils, dont des enfants en majorité et des femmes, et même des personnes âgées, ont été tués dans ces deux républiques, avec un silence complet de la communauté internationale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, les communistes de Russie ont participé, je dirais d'une façon active, à la défense des deux républiques. Des centaines de communistes combattent, je dirais, les nazis au sein des troupes populaires. Nous avons effectivement des actes de volonté, je dirais, isolés, indépendantes, que ce soit venus d'Espagne, d'Italie, même du Brésil, qui sont menés par, effectivement, je dirais, cette dimension sociale. Également des Français comme Erwan Castel, qui ont cette notion d'intervenir face à une population qui, ma foi, depuis 8 ans, se fait massacrer. Alors, effectivement, on peut établir que des dizaines de communistes sont morts en lutte, et en 8 ans, le Parti communiste russe a envoyé 93 convois d'aide humanitaire à ces républiques,
et d'un poids total, je dirais, de 13 000 tonnes, en direction de milliers d'enfants, également des convois humanitaires de l'époque, dont bien entendu l'Occident a su ne pas en faire état, afin que ces enfants puissent, ma foi, se reposer et se soigner en Russie. Et toutes ces années, le dirigeant Gennady Zyuganov a exigé des dirigeants russes la reconnaissance de l'indépendance du Donbass. On oublie que Vladimir Poutine était à l'époque contre, je dirais, la sécession de ces deux républiques, voulait conserver une Ukraine, je dirais, une et indivisible. Et ça, malheureusement, les médias occidentaux n'en font pas état. Alors en mars 2015, à l'initiative de la Russie, avec la participation de l'Allemagne et de la France, les accords de Minsk ont été conclus, qui prévoyaient, parce que souvent on parle des accords de Minsk, mais on leur fait dire tout et n'importe quoi. Alors, ces accords prévoyaient le statut spécial de la République populaire de Lougansk et la République populaire de Donetsk au sein de l'Ukraine. Cependant, l'Ukraine s'est soustraite à leur mise en œuvre avec le soutien des États-Unis, et Kiev s'est préparé à écraser ces deux républiques par la force des armes et des bombardements. Les États-Unis et le Royaume-Uni et d'autres membres de l'OTAN ont assuré une formation à l'armée ukrainienne, ce qui prouve effectivement qu'ils n'avaient absolument pas la volonté de respecter ces mêmes accords qu'ils avaient signés. Mais bon, ils n'en sont pas à leur premier coup d'éclat. Je vous envoie effectivement à l'histoire de Gorbatchev au moment de la fin de la RDA, voir les accords qu'il a effectivement obtenus, certains disent verbales, de la part des Occidentaux, qui n'ont effectivement pas été respectés. Alors, bien entendu, ils ont construit, je dirais, plus de 30 installations militaires majeures en Ukraine, notamment 15 laboratoires. Et ces derniers temps, l'actualité en a fait état, 15 laboratoires du Pentagone pour développer des armes bactériologiques. Bon, bien entendu, précisons que ces armes développent effectivement le choléra, la peste et d'autres maladies mortelles. L'Ukraine, avec ses 4 centrales nucléaires et son énorme potentiel scientifique et technique, est capable de construire une bombe atomique. Cette intention a été publiquement déclarée. Il y avait un danger de déploiement des missiles de croisière américains. La situation en Ukraine menaçait de plus en plus la sécurité de la Russie. Rappelez-vous, les missiles qui avaient été placés en Pologne, d'une façon préventive, ce que précisait l'OTAN, pour se protéger de l'Iran. Bon. Je vous passe, je dirais, l'analyse. Même Poutine, cela fait rigoler aux éclats. Alors, en décembre 2021, la Russie a proposé aux États-Unis de parler, je dirais, de non-élargissement de l'OTAN. Les États-Unis et l'OTAN ont ignoré la proposition. Ils avaient effectivement un agenda à respecter, et de toute manière, il suffit de lire les plus grands penseurs américains pour savoir qu'effectivement, l'objectif qui doit être atteint, c'est finalement la destruction, je dirais, manu militari de la Russie. Je vous invite à lire pour cela le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski. Bon, bien entendu, en janvier 2022, la Russie a averti qu'elle serait contrainte de prendre des mesures supplémentaires pour protéger sa sécurité. Au même moment, on apprend que l'Ukraine a concentré 150 000 militaires et bataillons nazis dans le Donbass. Kiev, soutenu par les États-Unis, se préparait à prendre, voire même reprendre, le contrôle par la guerre à partir du mois de mars. Le 22 février, le président Poutine a annoncé la reconnaissance de l'indépendance n'ayant plus le choix, l'indépendance de ces deux républiques, et le 25 février, l'opération des forces armées russes a commencé.
Alors, la Russie n'occupera pas l'Ukraine. Le but de l'opération, et ça, c'est là où les médias occidentaux sont dans leur rôle, après tout, le but de l'opération est, je dirais, la libération de l'Ukraine des nazis et sa neutralité. Le refus d'adhérer à l'OTAN, ce qui avait été promis. Finalement, Poutine n'impose par la guerre, finalement, et force les Occidentaux à leur faire tenir la parole qu'ils ont donnée. Il faut bien comprendre que la tactique russe consiste, lors de l'attaque des installations militaires, à minimiser les pertes parmi la population civile. Ce sont des fantassins. Il faut savoir, comme dit Jacques Sapir, ce n'est qu'un faible nombre d'unités russes. La grosse puissance de l'armada russe n'est pas encore rentrée en guerre, donc il faut bien aussi prendre conscience. Je vous invite à écouter Jacques Sapir sur ses analyses à ce niveau-là, c'est très très intéressant. Mais voilà, la Russie évite, autant que faire se peut, de frapper sur les civils. Or, le problème, c'est qu'en face, des bataillons se servent, et commencer par l'armée ukrainienne qui aujourd'hui est sous contrôle, se servent des civils comme boucliers humains. Et surtout, bien entendu, autant que faire se peut, comme je l'ai précisé, éviter la destruction des infrastructures, je dirais, civiles. N'oublions pas que l'Ukraine et la Russie, ce sont des peuples frères. Et malgré toute chose, étant donné qu'ils sont frontaliers, ils n'auront pas d'autre choix que de vivre ensemble. Cependant, ce qu'il faut préciser, c'est que les nazis de Bandera utilisent les tactiques les plus dégoûtantes des fascistes allemands. Rappelez-vous, utilisant des civils et leurs maisons comme boucliers humains. Alors, je dirais, ils installent de l'artillerie et des chars dans des zones résidentielles, voire dans des écoles, aux abords des hôpitaux. Et interdisent bien entendu aux citoyens de quitter les zones de guerre, transformant des centaines de milliers de personnes en otages. Et c'est ce que Anne-Laure Bonnel dénonce également. Alors cette technique nazie, n'ayons pas peur de le dire, infâme, n'est pas condamnée en Occident, puisque ces gens-là ne sont que les agents utiles de leur funeste dessein. Ce sont, je dirais, les États-Unis menant une guerre de l'information à travers les médias qu'ils contrôlent. Seul, rappelez-vous, Russia Today résistait. Et j'en veux pour preuve que Russia Today, qui était effectivement une chaîne en partie financée par le gouvernement, a eu l'aval des Gilets jaunes, pour ne parler que de notre pays, puisque les autres médias mentaient. Et que, selon les organisateurs des différentes plateformes des Gilets jaunes, considéraient que Russia Today donnait la véritable information. Et donc, effectivement, ils ont, je dirais, utilisé la même méthode que les Américains ont fait en Irak lors de la première des guerres du Golfe. Ils ont interdit tous les médias qui pouvaient les gêner. Rappelez-vous, pendant la première guerre du Golfe, seul CNN avait le droit de citer en Irak. Et les autres médias occidentaux étaient relégués sur les frontières turques. Bref, effectivement, les États-Unis frappent non seulement la Russie, mais aussi l'Europe, et montrent ô combien ils dirigent, par le biais de la Commission européenne, les différents pays d'Europe. La guerre de l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999, avec bien entendu le bombardement de la Serbie, dont les bombardements, on le sait aujourd'hui, ne touchaient que ce qu'on appelle les éléments vitaux du pays, tels que les hôpitaux, les maternités, les chaînes de télévision, les casernes de pompiers. Comment réduire un pays à l'âge de pierre? Et c'est un moyen aussi, n'ayons pas peur de le dire, de déstabiliser les peuples et finalement de les écraser. Alors aujourd'hui, l'objectif principal des États-Unis est d'empêcher l'approvisionnement en gaz russe via le gazoduc Nord Stream 2, pour forcer l'Europe à acheter du gaz liquéfié plus cher aux États-Unis, affaiblissant ainsi fortement l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne. Le volume des échanges entre la Russie et l'Union européenne est de 260 milliards de dollars par an, avec les États-Unis 23 milliards, 10 fois moins.
dont les sanctions qui sont imposées à la demande des États-Unis, qui sont encore dans leur intérêt, frappent d'abord l'Europe. Les événements en Ukraine sont encore une autre guerre voulue par les États-Unis. Aujourd'hui, Biden, c'est l'Ukraine, et son prédécesseur du même parti, les démocrates, la Yougoslavie, c'était la guerre de Clinton, souvenez-vous. Et également la mise en place d'une oligarchie en Russie dont son bras séculier fut l'ivrogne Eltsine. Alors, soit disant passant, les affirmations sur la nature mondiale du boycott de la Russie sont absolument fausses. Les pays BRICS, par exemple le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, constituant 43%, me semble-t-il, de la population mondiale, n'ont pas soutenu les sanctions. La Chine est la première et l'Inde la troisième des plus grandes économies du monde. Les sanctions n'ont pas été soutenues par l'Asie, à l'exception du Japon et de la Corée du Sud, avec leurs bases militaires américaines, bien entendu. Et par le Moyen-Orient et par les plus grands pays d'Amérique latine et par la majorité. Alors, pendant 30 ans, on peut considérer que, effectivement, en tant que modeste observateur, on peut dire que la politique russe était une catastrophe, puisqu'un féodé, effectivement, aux oligarques qui eux-mêmes étaient mués par des intérêts personnels et dont le caractère de classe était pratiquement absent, si ce n'est que des très pauvres et des très riches. Et le pouvoir oligarchique bureaucratique en Russie n'est pas très différent du pouvoir en Ukraine, sauf sans fascisme et, je dirais, du contrôle total des États-Unis. En Russie, nous avons affaire à, je dirais, une oligarchie nationale voulue par Vladimir Poutine. Rappelez-vous, quand il a réuni ce parterre de différents milliardaires en les menaçant et en condamnant certains, nous sommes en présence effectivement d'une sorte de oligarchie du capitalisme, je dirais, d'État, à la différence effectivement de l'Ukraine qui, eux, ne sont que des agents inféodés d'une oligarchie internationale. Cependant, dans les cas malheureusement rares où les dirigeants de la Russie poursuivent une ligne qui répond finalement aux intérêts historiques du pays et du peuple, le principe de la critique automatique n'est guère approprié, il faut être honnête. Et donc, il faut vraiment avoir une analyse extrêmement épurée et je dirais que la tâche aujourd'hui des communistes et des socialistes véritables font que finalement, au fond, nous donne absolument raison sur le fait que les Américains sont un véritable fléau pour le monde et que cela ne correspond pas effectivement aux intérêts du peuple. Donc voilà, j'ai fait une petite analyse rapide, je ne veux pas la faire trop longue parce que sinon je pense que je risque de fatiguer ceux qui veulent m'écouter. Je vous demanderai d'être, je dirais, magnanime à mon égard sur mon analyse. J'espère qu'elle a été assez explicative. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.